tout ce que vous avez fait pour la réussite de cette journée qui s'annonce déjà avec un grand succès, le taux de participants qui a quand même dépassé une centaine, des thématiques ciblées et très très bien choisies, ça touche à peu près à toutes les spécialités. Comme vous le savez maintenant, malheureusement, on est devenu un peu tributaire de sponsors et même le programme, on ne peut plus conceptionner un programme. C'est le sponsor qui conditionne, il faut faire tel sympo, tel sympo. Et vous l'avez constaté en médecine interne où il y a des congrès où 30% des conférences ou 2 tiers des conférences portent sur le diabète et le HTA. Donc on sort un peu de tout cela pour aller vers ce qu'on appelle la vraie formation médicale continue. Et cette session qui va porter sur les maladies rares, vous connaissez très bien le souci des maladies rares, c'est l'errance diagnostique. L'errance diagnostique, et en plus de ça, vous le savez, qu'on est à plus de 8000 maladies rares. Donc c'est très très difficile pour qu'il y ait une personne qui peut maîtriser le tout. Donc d'ailleurs, c'est l'intérêt de créer ce qu'on appelle des centres de référence ou des centres d'experts dédiés à la prise en charge de telle ou de telle pathologie rare. Et je vais traiter avec vous aujourd'hui une pathologie qui simule beaucoup la pathologie allergique, mais qui n'a rien à voir avec la pathologie allergique. C'est ce qu'on appelle l'angioëdème héréditaire. Et l'angioëdème héréditaire, je me suis dit, la moitié de mes slides vont porter un peu sur l'historique et vous allez comprendre la maladie à travers son historique. L'histoire de cette pathologie a commencé en 1845-46 dans un roman qui n'a rien à voir avec la médecine. C'était une famille de 7 personnes. Il y avait chaque trimestre, chaque année, chaque 2 ans, il y a le décès d'un enfant et on pensait que c'était une famille ou bien une maison hantée. Et c'est avéré avec la suite qu'en fin de compte, c'était cette pathologie dont le pronostic, on le sait très bien, il est mauvais et on peut avoir le décès des pathologies, des patients atteints de cette affection par un œdème laryngé. Première description clinique, c'est en 1876, c'est Milton qui a essayé de décrire cette pathologie, mais il l'appelait à l'époque, il pensait qu'il était en face d'une urticaire géante. Donc il l'appelait à l'époque urticaire géante. Et c'est Quink, l'allemand Quink, qui a publié cette pathologie en 1882 avec une description très détaillée, 7 pages cliniques. Donc il a très bien détaillé la pathologie et puis il a fallu attendre le Canadien Osler qui est classé presque le meilleur médecin dans son siècle. D'ailleurs, à ce jour, il est classé toujours à la tête de la médecine, qui a quand même donné un nom à cette pathologie. Il pensait que les patients, lorsqu'ils sont stressés, ils font des crises. Et il l'appelait, à l'époque, si vous vous rappelez, on ne l'appelait pas angioëdème héréditaire, on l'appelait œdème angioneurotique héréditaire. Donc on pensait que cette composante névrotique, ce stress qui était à l'origine de déclenchement des crises. Donc il a très bien détaillé cette pathologie, il a donné quand même un nom à cette affection. Juste après, en 1817, Crowder, qui a décrit l'arbre généalogique de 5 générations. Et en constatant le mode de transmission, il a confirmé qu'on est en face d'une pathologie héréditaire et ça a été décrit avant lui, mais il a décrit le mode de transmission. C'est un mode de transmission autosomique dominant. Donc le fait d'avoir un gène anormal, qu'il soit paternel ou maternel, on fait la symptomatologie. Si on constate, les premières descriptions c'était 1880, mais il a fallu quand même attendre 1963, presque 80 ans, pour déterminer l'anomalie moléculaire qui est à l'origine de cette affection. Et la publication ou ces travaux arrivent de l'université de Harvard, de Boston, qui ont pu identifier l'anomalie moléculaire et c'était une protéine qui régule le système de complément. Le système de complément, comme son nom l'indique, il est là pour compléter ou complémenter l'action des anticorps. Il est régulé. C'est ça le paradoxe du système immunitaire. Il faut que ces composants soient là,
Mais dès qu'il y a un qui manque, ou bien un qui fonctionne un peu plus, et on aura des dégâts. Donc c'est une protéine qui régule ce système de complément pour stopper cette hyperactivation. Et lorsqu'on est déficitaire en cette protéine, eh bien on fait la pathologie. Cette pathologie, elle est due à un déficit héréditaire en protéines régulatrices du système de complément et plus particulièrement de la voie classique du système de complément et qui s'appelle le C1 inhibiteur. Donc c'était comme je l'avais dit, Donaldson qui a mis ou bien qui a caractérisé l'anomalie moléculaire. Malheureusement, ils avaient quelques patients qui avaient la même symptomatologie que les patients qui ont eu cette déficit en C inhibiteur, mais lorsqu'ils ont dosé le C inhibiteur, ils l'ont trouvé normal. Et c'est la même équipe qui a mis en évidence ce qu'on appelle un déficit fonctionnel. 2 ans après, la protéine, elle est là, mais elle ne fonctionne pas. Donc le premier, on l'appelle le déficit, au début on l'appelait de type 1, ou bien antigénique ou quantitatif, c'est la même chose. Le deuxième, la protéine, elle est là, mais elle ne fonctionne pas. Donc c'est mot qualitatif, fonctionnel ou de type 2, c'est la même chose. Je vous ai dit au début que le diagnostic différentiel principal, ce sont les maladies allergiques. Mais malheureusement, on a constaté que ces patients, lorsqu'ils font des crises, on leur donne les corticoïdes, les antihistaminiques, même l'adrénaline, tous ces médicaments sont inefficaces. Eh bien, on était certain que cette pathologie n'est pas due à l'histamine, mais elle est due à un autre médiateur. On a incriminé les composants de complément, mais en fin de compte, les composants de complément sont des marqueurs biologiques qui peuvent intervenir dans la physiopathe, mais le médiateur qui est responsable de déclenchement des crises, c'est pas l'histamine, c'est une molécule, très très petite molécule de 8 acides aminés qui s'appelle la bradykinin. Ce travail a été mis en évidence en 98 parce qu'il y a l'équipe de référence numéro 1 dans le monde, ce sont les internistes milanais de Milan qui ont collaboré avec l'unique service qui dosait la bradykinin, c'était à Lausanne, c'est Nussberger. Ils ont prélevé des patients qui font des œdèmes allergiques et des patients qui font des œdèmes dus au déficit du C inhibiteur. Ils ont dosé l'histamine, la bradykinin. L'histamine très élevée dans les angioëdèmes histaminergiques ou allergiques et pour les patients atteints de ce déficit en C inhibiteur, eh bien, on a constaté que l'histamine, elle est dans les normes, alors que la bradykinin, elle est très élevée. C'est comme ça qu'on a mis en évidence le médiateur qui est responsable des mécanismes physiopathologiques de cette affection. Or, la bradykinin, elle peut agir par le récepteur de type 1, comme elle peut agir aussi par le récepteur de type 2. Et pour que les firmes pharmaceutiques s'investissent pour les nouvelles thérapies, il a fallu déterminer sur quel type de récepteur cette bradykinin agisse. Et bien, on a constaté, à travers l'immunologie expérimentale, c'est ce qu'on appelle les souris knockout, on a constaté que la bradykinin, elle agit par l'intermédiaire de son récepteur de type 2 pour provoquer les angioëdèmes. On a ouvert la concurrence aux firmes pharmaceutiques pour le médicament. Donc, est-ce que vous m'avez suivi un peu le type 1 et le type 2? Un des maîtres des angioëdèmes, c'est le dermatologue Bork allemand. En 2000, il avait 17 familles allemandes qui avaient la même symptomatologie. Mais le C inhibiteur, lorsqu'il le dose antigénique, il est normal, et lorsqu'il dose le fonctionnel, il est normal. Donc, c'était un angioëdème sans anomalie de C inhibiteur. Mais ce qu'il a constaté, il a constaté que presque toutes ces familles, toutes les patients étaient de sexe féminin. Il a suggéré qu'il y avait un mode de transmission lié au sexe. Il l'a appelé angioëdème de type 3, il est lié au sexe. Les Américains de Harvard, ils étaient un peu plus malins par rapport à lui. Impossible lié au sexe, ils ont constaté qu'en fin de compte, c'est vrai, il y a une prédisposition génétique, mais ce n'est pas le fait qu'elle soit de sexe féminin, c'est les situations d'imprégnation oestrogénique. C'est lorsqu'elle prend la pilule, c'est lorsqu'elle est enceinte. Ce sont des situations d'hyperoestrogénémie qui sont à l'origine de déclenchement des crises. Donc, quel est le type 3, où maintenant,
on préfère le terme d'angioëdème sans anomalie de C inhibiteur. Donc le type 1, c'est le C inhibiteur qui manque, qui est défaillant. Le type 2, c'est je dose le C inhibiteur, il est normal, mais la fonctionnalité elle est basse. Le type 3, les deux sont dans les normes. Au Prahna, le grand problème, le mystère, quelle est l'anomalie moléculaire qui est à l'origine de ce type d'affection. Ce qu'il faut savoir, ce qu'on doit reconnaître, et c'est un peu spécifique de ces affections, c'est les facteurs déclenchants. 50% des patientes, lorsqu'ils font des crises, eh bien, ils vous disent, voilà, soit j'ai fait microtraumatisme, pas un traumatisme, souvent microtraumatisme, les soins dentaires, la fibroscopie, un petit coup, soit ils utilisent les contraceptifs, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, la fatigue, les infections, le cycle menstruel, et on a constaté que le stress il joue un facteur très important. C'est vrai que nos maîtres nous ont appris qu'il ne faut pas parler trop de stress. Lorsqu'on parle trop de stress, c'est qu'on est dans l'incompétence, il faut aller vers le déclenchement, les autres facteurs qui peuvent être influencés par le stress. Donc, on a eu une idée par rapport à cette pathologie et on est dans la session de maladies rares et on est en face de pathologies rares dont l'incidence ou la prévalence varie d'un pays à un autre. C'est 1 sur 10 000, c'est les pays qui ont le plus grand nombre de malades, c'est les Italiens, les Français et un peu les Espagnols. Okay, des pays, les 1 sur 100 000, 1 sur 50 000, ça varie en fonction des pays. Donc on a parlé des trois types. On a parlé de mode de transmission qui est dominant, mais parfois on peut faire une forme, mais lorsque j'explore les parents, je vous ai dit que le mode de transmission c'est dominant. Donc logiquement, je dois trouver un parent qui a transmis la pathologie. Lorsque j'explore les deux parents, on est négatif, les deux n'ont rien, alors que l'enfant il est malade. Et bien dans ce cas-là, on est dans ce qu'on appelle les formes sporadiques qui sont secondaires à des mutations du nouveau. Exactement. Problématique de ces angioëdèmes, même présentation clinique, les médiateurs biologiques sont différents, parfois même médiateur biologique, mais l'étiologie elle est multiple, et puisque le médiateur elle est différent, donc la prise en charge elle est différente. Donc on peut éventuellement aller vers une forte suspicion de l'angioëdème héréditaire si je peux répondre à ces 7 questions ou les 8 questions qui doivent être posées devant un angioëdème. L'âge de la première crise, quand est-ce qu'il a fait la première crise, la localisation, la durée, présence ou non d'urticaire, la fréquence des crises, les cas similaires dans la famille, les facteurs déclenchants et les réponses au traitement antihistaminique et corticoïde. Et pour les patients qui ont un angioëdème bradykénique, c'est-à-dire l'angioëdème héréditaire, donc pour la première crise, ça varie, qu'elle est 6 mois ou qu'elle est 20 ans, la première crise. Localisation, les extrémités, la face, la langue digestive, lorsqu'elle touche le tube digestif, ça simule un tableau pseudo-chirurgical. On a au moins 18 ou 19 patients qui ont eu des laparotomies blanches à cause de cela. La durée de 24 heures, 24 heures à 5 jours. Inférieur à 24 heures, vous oubliez cette pathologie. Si la pathologie dure au-delà de 5, 6, 7, 8, vous oubliez cette pathologie. Qui dit qu'angioëdème 10 jours, 20 jours et qu'il n'a pas cédé, vous oubliez cette pathologie. Présence d'urticaire, c'est un élément très très important. Devant ces pathologies, on n'a pas d'urticaire. Si vous avez une urticaire, oubliez cette pathologie. Fréquence variable d'un patient à un autre. Les cas similaires dans la famille, comme autosomique dominant, donc je dois trouver des cas positifs, mais l'absence de cas positifs dans la famille, comme on a 20% des formes sporadiques, exactement. Les facteurs déclenchants, il faut les rechercher, oestrogène, infection, microtraumatisme, stress, mais on peut ne rien trouver. La réponse traitement, c'est un deuxième élément très très important. J'ai pris les corticoïdes antihistaminiques, ça va. C'est-à-dire ça va, 2 jours après ou là, c'est pas ça. Des corticoïdes antihistaminiques, mode d'action immédiate. Mais il n'a pas répondu aux corticoïdes et aux antihistaminiques. Il est classé dans les angioëdèmes bradykéniques. Qu'on a principale affection
dans le diagnostic différentiel, ce sont les maladies allergiques. L'allergie, il y a ce terrain atopique, on peut suspecter l'allergène. Les examens, c'est lié aux zonophiles, les IgE spécifiques. Mais attention, comme vous le savez très bien, on a beaucoup de thyroïdites auto-immunes dans notre pays. Il y a pas mal de patientes, même sans dystéroïdie, avec une TSH normale. Si on cherche des anticorps antithyroïdiens, on les trouve très élevés. Ils seront à l'origine de ce type d'infection. Comme ça peut toucher n'importe quel organe, le larynx, c'est le pronostic vital. Le digestif très fréquent, surtout en présence d'infections dans un pays où l'hélicobactère, vous le connaissez mieux que moi par rapport à son incidence. Et si on va approfondir un peu les questions par rapport à l'œdème génital, c'est vrai, j'ai des œdèmes des organes génitaux externes. C'est quelques patients, on voit les œdèmes asymétriques. Ça peut toucher les enfants, les adultes. Là, vous voyez l'évolution d'un de nos patients, je vois à 36 heures, qui fait qu'il commence quand même à céder. Le problème digestif, il dit que des patients avec des douleurs qui simulent une urgence chirurgicale, on peut aller vers scan, échographie, on va trouver une acide. On le programme 2, 3 jours, 4 jours pour une ponction, on ne trouve rien. C'est spécifique de l'angioedème. Ce sont des acides qui apparaissent lors de crises, et juste après que la crise disparaisse, il n'y a rien. Si on arrive à les ponctionner, vous avez trouvé un liquide stérile. Ce n'est pas bactérien. C'est l'œdème de tube digestif. Pour le diagnostic biologique, comme c'est un déficit en C inhibiteur, et lorsqu'on a un déficit en C inhibiteur, automatiquement, on doit avoir un taux de C4 normal. Donc même dans les labos qui n'ont pas le C inhibiteur, allez vers le dosage de C4. Si vous avez un C4 bas avec un C3 toujours normal, et bien dans ce cas-là, il y a une forte suspicion et demandez le dosage de C inhibiteur. Si je trouve le C inhibiteur diminué, je suis en face d'un déficit en C inhibiteur antigénique. Je fais l'enquête familiale, si elle est positive, c'est un héréditaire, si elle est négative, et bien dans ce cas-là, on est en face soit de forme sporadique, soit d'une forme acquise qui est rare, et je ne veux pas rentrer dans le détail des formes acquises. C'est l'arbre généalogique d'une de nos familles, les de type 1, qui habitent Tizi Ouzou. Heureusement que les experts de Tizi Ouzou sont là. Si le C inhibiteur il est normal, et bien dans ce cas-là, il faut aller, dans ce cas-là, s'il est normal, il faut aller vers la fonctionnalité. Si je trouve la fonctionnalité, elle est normale, donc ce n'est pas un déficit en C inhibiteur. Si je trouve la fonctionnalité diminuée avec une concentration de C inhibiteur qui est normale, et bien dans ce cas-là, je peux le classer type 2 ou fonctionnel. Et je fais l'enquête, kiff la même chose. Il peut être héréditaire comme il peut être acquis. Un petit exemple d'une famille forme sporadique, le cas index, c'est la maman, qui donne les parents, il n'y a rien, la fratrie, mais une fois qu'elle ait cette mutation, elle va être transmise à la descendance. Comme on peut le voir, un a deux enfants, un qui est atteint et l'autre qui est indemne. Donc, c'est la deuxième situation, quand est-ce aller vers une suspicion de déficit fonctionnel, c'est presque les mêmes caractéristiques. Donc, il faut se souvenir que sur le plan biologique, allez au moins, les labos qui n'ont pas beaucoup de moyens, doser le C4. S'il est bas, on dose le C inhibiteur et puis le C inhibiteur fonctionnel. Le troisième type, on a le type 3, le C inhibiteur antigénique, il est normal. Le C inhibiteur fonctionnel, il est normal. Et maintenant, on arrive à avoir les différentes mutations qui sont responsables de cette variante d'angioëdème avec un C inhibiteur normal, le facteur 12, plasminogène, c'est toute une batterie. Inch'Allah, je l'espère bien, d'ici 6 mois, 8 mois, on peut l'avoir à Ruiba. Donc, avec les différentes mutations avec la même symptomatologie et presque la même prise en charge thérapeutique. Sur le plan prise en charge thérapeutique, je ne rentre pas dans le détail, un déficit en C inhibiteur. Donc, je peux ramener le C inhibiteur et c'est le traitement substitutif. C'est un concentré de C inhibiteur. Je ne vous ai pas parlé trop de la physiopathe.
Mais le C inhibiteur, il agit sur le kallikrein, la kallikrein sur le kinénogène de haut poids moléculaire pour libérer la bradykinin. Donc on peut on peut agir en amont et inhiber la kallikrein. Donc on peut agir sur la kallikrein, ou c'est le traitement préventif. Et ça marche très bien. On a constaté que des patients, dès qu'ils prennent ce médicament, eh ben c'est une rémission à longue durée. Le troisième type de médicament, on a vu la physopathe, c'était la bradykinin. On a vu que cette bradykinin agit par le récepteur de type 2 de la bradykinin, donc on bloque le récepteur de la bradykinin, les catibons. Donc, soit substitutif, le C inhibiteur, soit je préviens la libération de la bradykinin, je bloque la kallikrein, soit la bradykinin, elle est libérée, et bien je bloque le récepteur de la bradykinin. Qu'est-ce qu'on doit retenir? L'angioëdème reste une maladie rare, méconnue par une grande partie du corps médical. Le diagnostic, on l'a vu, il est clinico-biologique. Clinique, vous vous rappelez, pas d'urticaire, résistance au traitement antihistaminique, résiste aux corticoïdes. La démarche diagnostique diffère d'un pays à un autre en fonction des disponibilités. On a dit comme le C4, on a des pays comme les États-Unis, quel que soit le type A ou le 2, la fonctionnalité elle est basse. Derrière le C inhibiteur fonctionnel. Si je le trouve normal, j'élimine le 1 et le 2. On admet que le C4, c'est inhibiteur dans le contexte algérien. On va éventuellement aller vers le C inhibiteur fonctionnel, c'est le C inhibiteur antigénique qui est bas, est normal, et le C4 est bas. La multiplicité de centres de diagnostic s'impose pour rendre l'accès aux tests spécifiques. C'est ce qu'on a fait, ça fait un mois. On a formé une équipe à Oran, une équipe à Betna, une équipe à Constantine et à Al-Rouat pour décentraliser le diagnostic. Le souhait étant dans un avenir proche, Inch'Allah, développer les tests génétiques pour le diagnostic des angioëdèmes à C inhibiteur normal, et je vous remercie.